Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Figaro Recruteur. Bon, on espère que vous ne souffrez pas trop des grèves. En tous les cas, vous voyez, on a une formule qui vous permet d'être derrière votre écran. J'espère que vous nous regardez avec toute votre équipe. Si ce n'est pas le cas, mettez un casque parce que vous verrez, le son est bien meilleur. Préparez vos questions aussi parce que c'est le principe de ce webinaire. Nous avons fait en sorte que nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants, puissent réagir avec vous, interagir avec vous et répondre à quelques questions. Nous avons découpé ce webinaire en 6 parties. Voilà, c'est très construit. Comment attirer des jeunes diplômés exigeants et idéalistes? Alors pourquoi on s'est posé cette question? Alors petit clin d'œil avec Oscar Wilde qui nous dit, vous allez le voir apparaître à l'écran, qui nous dit que ces nouvelles générations sont épouvantables. J'aimerais tellement en faire partie, évidemment, c'est tout le paradoxe. Et on va aussi en parler avec nos invités. En fait, ça va bien pour eux, ça va bien pour les jeunes diplômés. Quand ils sortent de leurs études, ils ont 4 à 5 offres. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Certains sont même sursollicités, on va voir, dans certains secteurs. Donc, ils vont un peu où ils veulent et les recruteurs n'ont plus tellement le choix. Il faut qu'ils s'adaptent. Certes, ils nous disent que le salaire est important. Ça ressort quand même dans les études. Mais ils veulent se sentir utiles, avoir un job qui a de l'impact. Donc, c'est ça, être idéaliste. Et ils veulent le faire dans des entreprises où ils se sentent bien, où ils peuvent certes travailler, mais aussi s'épanouir. On en parle avec nos 3 invités qui vont nous faire partager, je l'espère, leurs bonnes pratiques. En tous les cas, on les a sélectionnés pour ça. Je vous présente rapidement, comme ça vous pouvez vous chauffer la voix un peu. Je commence par vous, Mathilde Lecause, directrice du développement des talents et de l'innovation RH chez Mazars. Je suis vraiment ravie de vous accueillir, de vous avoir avec nous, parce que vous verrez, Mathilde est constamment en train de réinventer son job. Enfin non, vous ne le verrez pas parce que vous n'avez pas à nous raconter ça aujourd'hui. Mais en fait, vous êtes un pur témoignage de cette génération qui ne veut pas s'emmerder au boulot. Et donc, vous avez changé plein de choses dans votre job. Là, aujourd'hui, vous avez créé en fait ce poste d'innovation RH. On est quand même dans l'univers de l'audit conseil. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Mazars, c'est de l'audit et du conseil. Ça fait plus du tout rêver les jeunes diplômés, a priori. Sauf que vous réussissez quand même à les attirer et vous allez nous expliquer justement les trucs qui marchent, comment vous faites et qu'est-ce que vous avez inventé pour ça. Interro surprise, les chiffres Mazars. Combien de salariés en France, Mathilde? Donc les 3800 collaborateurs en France et 40 000 professionnels dans le monde, puisqu'on est présent aujourd'hui dans 89 pays. Ok, et vous recrutez combien de personnes par an? C'est 1000 postes par an, tous statuts confondus. Ok, voilà. Donc je reste rigoureuse, je fais dans l'ordre. Guillaume Saint-Agne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Vous êtes responsable de l'acquisition et de la marque employeur chez Ubisoft. C'est ça. Alors voilà, quand on dit Ubisoft, on dit lui ça va, il n'a pas de problème, les candidats tombent comme des mouches. Quand on dit Rayman, Prince of Persia, je le dis bien, Assassin's Creed, enfin bon, Lapin Crétin, tout ce dont mes gosses me parlent. Vous, donc pas besoin de sortir le grand jeu, et pourtant pas tout à fait. Bah si, en fait il faut sortir le grand jeu également, parce que même nous maintenant on est sur un marché en tension, et même si on a une marque employeur qui nous donne une très forte notoriété pour notamment les studios où on crée les jeux, on est un très grand groupe aujourd'hui, 17 000 dans le monde, 3 000 en France, donc on a un siège, on a de la distribution, on a de l'IT. Mais c'est ça, il n'y a pas que des devs en fait. C'est ça, il n'y a pas que des devs qui créent des jeux dans les studios. Il y a aussi des RH, des financiers, des marketeurs, etc. Et là, la communauté de fans ne suffit pas à les attirer, et même si on est très connu, ce que je dis souvent, c'est qu'une marque employeur, ça facilite pas le recrutement, ça permet juste d'augmenter son niveau d'exigence. D'accord. Donc en fait, dans les dîners en ville, vous arrivez à recruter, mais pas forcément. On y arrive quand même parce qu'on a des très bons recruteurs. Mais bon. Combien de recrutements pour la France? L'an dernier, plus de 800 recrutements en contrat et à peu près 400 stagiaires et alternants. Ok. Et pour l'année prochaine, ça va être à peu près la même chose pour 2020? Les perspectives de croissance sont toujours très fortes. Notre CEO a des très grandes ambitions de développement du groupe. D'ailleurs, il va peut-être même vous faire déménager, d'après ce que j'ai compris. C'est même sûr. Ça y est, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Donc, ce sera plus seulement Montreuil. Ce sera Saint-Mandé aussi. Saint-Mandé, d'accord. Vous allez marcher. Vous allez marcher, Guillaume. Laurent Graciani. Bonjour, merci beaucoup d'être. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aussi. Alors, vous êtes membre du CODIR France du groupe Adecco. Donc voilà, vous vous êtes échappé de nombreuses réunions pour être avec vous. Je me suis échappé du CODIR pour être avec vous d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. Et Laurent, moi, je tenais beaucoup à ce que vous soyez là. Bon, le groupe Adecco, on ne le présente plus, 9 marques au service de l'emploi.
Je ne sais pas comment on peut Exactement. Le groupe Adecco, c'est le leader mondial des solutions emploi, avec toute une panel d'offres. Ouais. Chaque offre est portée par une marque internationale. Donc CDI, CDD, intérim, portage salarial, on a tout ça dans le groupe. Consulting technologique. Voilà. Parce qu'en fait, vous dormez jamais, parce que vous pilotez plusieurs business units, d'après ce que j'ai compris, dont la marque consulting du groupe qui s'appelle Modis. Et vous la pilotez pour la France et l'Europe du Nord. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est pas tout. Et c'est pour ça que je vous ai demandé si vous pouviez être avec nous aujourd'hui, parce que vous êtes directeur du programme Culture Managériale, et on n'est pas en train de faire de la pub pour ça. En fait, vous allez voir. Laurent va nous expliquer comment ça marche. C'est un programme assez exceptionnel qui a 3 ans d'existence et ça change tout en fait. Quand on rentre dans votre groupe, on n'est pas managé par des petits chefs, on est managé par des gens qui sont pros dans le management. Vous allez nous expliquer tout ça. Avec grand plaisir. Je ne vous ai pas coupé trop l'herbe sous le pied. Juste, interro surprise aussi sur les chiffres. Groupe Adecco, c'est 9000 personnes en France, Alors, 9000 personnes en France. Le groupe Adecco est présent dans 60 pays. Ouais. C'est un groupe qui fait partie des 500 plus grosses sociétés du monde. Ouais. On fait à peu près 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. La France est la première zone, 23% de l'activité totale. Toutes les marques du groupe Adecco sont présentes en France. Donc on a cet écosystème qui est vivant. Et on a un peu plus de 9000 collaborateurs en France. Et combien de recrutements pour cette année? Plus de 1500 l'an prochain, en 2020. Oui, en 2020. Dont 1000 ingénieurs. D'accord. Donc on est bien d'accord, Laurent, que vous nous parlez des recrutements pour le groupe. Hein. Exactement. Pas pour nos clients, des recrutements en CDI pour rejoindre l'équipe du groupe Adecco. Et pareil, vous allez nous partager vos pratiques. Alors pour commencer, une question là, à tous les trois, un peu débeauté. Exigeant et idéaliste, hein, c'est le titre qu'on a donné à ce webinaire. Quelle forme ça prend en fait? Comment vous l'observez? Est-ce qu'ils sont vraiment idéalistes et exigeants, les jeunes que vous avez dans vos bureaux, ou que les recruteurs, ou dont les recruteurs vous parlent? Guillaume, est-ce qu'ils sont exigeants et idéalistes? Ils sont exigeants, et quand ils viennent nous voir, en plus, ils sont d'autant plus exigeants qu'ils savent qu'on est un groupe gentil, entre guillemets, c'est-à-dire avec une bonne marque employeur qui fait rêver les gens, qu'ils soient gamers ou pas. Et donc du coup, quand ils viennent nous voir, ils s'attendent à ce qu'on leur déroule le grand jeu, parce qu'on est vraiment une boîte à l'intersection entre la tech et l'art. Et donc du coup, ça réunit pour eux pas mal. C'est un secteur qui leur plaît vraiment. Mais l'idéalisme, du coup, vous le sentez comment, vous? Est-ce qu'il vous parle de sauver la planète en faisant des jeux vidéo? Alors de plus en plus, oui. C'est vrai. On est même pendant les entretiens, ou quand on fait des conférences où on les amène pour faire visiter l'entreprise, etc., et qu'on leur présente tout le domaine d'activité, beaucoup nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'addiction des joueurs? Qu'est-ce que vous faites pour vos serveurs qui consomment une énergie folle et qu'il faut bien refroidir pour que les joueurs jouent en ligne dessus? Comment vous les refroidissez, etc. Et de plus en plus, ils sont attentifs à ça. Okay. Alors c'est pas ce qui fait qu'ils choisissent telle entreprise ou telle autre, mais ça rentre quand même en ligne de compte dans leurs critères de choix d'une entreprise in fine, une fois qu'ils ont la mission, le bon salaire, qu'ils ont plus ou moins accroché avec le management, ils regardent est-ce que c'est une entreprise qui contribue au bien commun ou pas. Mathilde, c'est ce que vous constatez aussi? Oui, alors exigeant de fait, parce que nous, les candidats avec lesquels on échange, ont le choix. Donc à partir du moment où ils ont plusieurs offres, c'est à nous de les séduire. Donc ils vont nous questionner, ils vont chercher ce qui va faire la différence. Donc ils sont très exigeants, et on voit bien que l'organisation et la marque RH est vraiment questionnée sur vraiment un nombre de sujets très très large, au-delà de bien évidemment le poste, la rémunération, mais la qualité de vie au travail, l'équilibre, on va en parler, le management, c'est très très large. Donc ils sont très exigeants. Après, idéaliste, moi ça m'interpelle toujours, parce que derrière on peut comprendre un côté un peu utopique, rêveur et tout. Et moi, je me retrouve totalement, je comprends totalement les choses qu'ils viennent questionner. Qui n'a pas envie d'avoir du sens dans son travail, d'avoir un management de contribuer, d'avoir un impact positif. Ouais. Pour moi, c'est pas être idéaliste, c'est ambitieux. C'est plutôt être ambitieux. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque génération est le fruit d'une époque. Et en fait, ces générations-là viennent quelque part toucher du doigt ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas dans nos organisations par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que les organisations se sont pas totalement transformées ou alignées avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, il y a des incohérences entre ce qu'ils vivent dans leur quotidien en tant qu'étudiants, citoyens, et puis du coup les modèles organisationnels. Exactement. Ouais. C'est ce que vous avez constaté, Laurent, aussi. Exactement, je suis très aligné avec ce que Mathilde vient de dire. Exigeant
Sans aucun doute, on recrute beaucoup d'ingénieurs en numérique, je pense comme Ubisoft. Oui, et puis donc là, il y a une tension très importante. Et donc, ce qui va les attirer au sein du groupe Adecco, notamment, c'est notre mission qui est de permettre à chacun de devenir acteur de sa vie. En fait, c'est OK, exactement comme Guillaume l'a dit, c'est quoi mon périmètre de responsabilité? Qu'est-ce qu'on me propose de devenir dans cette société? Mais à quoi je sers? Et à quoi je sers, vous l'entendez, en fait. Mais du coup, je ne trouve pas que c'est idéaliste. C'est plutôt vouloir être utile. Et je trouve que ça, c'est un moteur aussi. Ça permet aux salariés de déployer une grosse énergie pour grandir et pour développer leur société. Et finalement, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. On peut avoir ce type de préoccupation. Ils entraînent les autres, en fait, un peu, non? Le sens, c'est ce qui permet on va en de parler motiver. là, justement dans une minute. Et en termes d'idéalisme, pour le coup, ils ont aussi l'ambition, mais ils ont les moyens de devenir idéalistes qu'on n'avait peut-être pas forcément une génération précédente. Aujourd'hui, ils sont en position de force sur le marché de l'emploi, c'est un marché de candidats, c'est eux qui choisissent. Et techniquement, ils sont en moyen de dire, moi en tant que client, par exemple, je peux faire ça, ça, ça. Pourquoi en tant que salarié, je ne pourrais pas avoir accès aux mêmes outils, à la même facilité et du coup décliner ça dans ma vie quotidienne en tant que salarié et pas la séparer de ma vie d'usager de tas de services différents. Allez, alors on va bien entendu vous proposer de poser des questions à nos invités. Donc on va dérouler nos 6 thèmes que je vous avais promis au départ. On va examiner 6 pistes qui marchent auprès des jeunes, parce qu'évidemment ils ne veulent pas tous se barrer à l'étranger, comme on l'a vu dans un webinaire. Parce en fait ça concerne 13% des diplômés, nous dit la FNEJ. 13% des diplômés veulent fuir le pays, enfin je dis fuir, veulent aller bosser à l'étranger. C'est dur, ça. Ça fait peur. Créer leur boîte, c'est 3% des jeunes diplômés grandes écoles et ingénieurs, enfin grandes écoles de commerce et ingénieurs, 3%, c'est pas... Voilà. Donc les autres, ils postulent chez vous, notamment. Donc on va voir comment vous réussissez à les attirer. Première partie, comment on fait pour les rendre fiers de leur job? Je préfère intituler ça « fiers de leur job », c'est-à-dire leur donner finalement envie de venir travailler chez vous. Ils ne veulent pas des bullshit jobs. Ça, c'est ce qu'ils doivent vous dire aussi tout le temps. Ils fuient les postes où il n'y a que des réunions, que du reporting, que des bugs à réparer aussi. Ça, ils détestent ça. Ils veulent des aventures humaines. Donc là, évidemment, on sent, il ne faut pas non plus trop sortir le pipeau, mais ils veulent quelque chose de collectif. Être fier de son job, c'est un sentiment, c'est du ressenti. Question, donc, comment on leur parle? Comment on fait passer ces messages de jobs qui ont du sens, jobs à impact? Donc, je ne vous demande pas en fait ce que vous leur dites, parce que là, on serait dans la promo, mais plutôt comment vous leur dites, comment vous faites passer ces messages. Mathilde, pour Mazars, être fier de faire de l'audit ou du conseil, c'est coton quand même de démontrer ça. Évidemment, je vous le demande. Non, mais que c'est vrai. C'est vrai que le métier de l'audit, notamment, moins sur les activités du conseil, est quand même en perte d'attractivité sur le métier en tant que tel, parce qu'on ne touche pas toujours quel est le sens même de ce métier-là. Et puis en plus, je pense qu'il faut se dire, la finance, le monde financier aujourd'hui n'a pas toujours bonne presse. Oui. Il a perdu. Voilà, a perdu, et effectivement, on le voit bien dans l'actualité, etc. Donc il faut essayer de réexpliquer déjà quelle est la finalité de ce métier-là, et non pas qu'est-ce que je vais faire au day-to-day. Donc c'est aussi une capacité des managers, dès l'embauche, mais même en amont, quand on va voir les étudiants toute l'année, de leur expliquer non pas ce qu'ils vont faire en tant qu'auditeur, mais à quoi l'audit aujourd'hui contribue, par exemple à une économie plus responsable, puisque c'est aussi certifier les comptes, donc protéger un certain nombre d'actionnaires qui sont aussi en grande partie des citoyens qui ont investi de l'argent dans les entreprises. Voilà, on oublie ça, on voit toujours les grands patrons, avec tout ce qu'on dit, mais en fait les actionnaires, ça peut être des gens comme vous et moi. Vous traduisez votre métier, vous dites vous posez pas des pierres, vous faites des cathédrales. Oui, non mais c'est ça. Alors après, chacun va pas faire la cathédrale, on va expliquer comment individuellement, remis dans une mission collective, et ça c'est très important pour cette nouvelle génération, c'est comment je vais m'insérer dans une mission beaucoup plus collective, je vais contribuer à une économie plus responsable. Donc déjà, il faut savoir trouver le sens du métier, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alignement
je pense, aujourd'hui, les jeunes cherchent aussi des entreprises qui leur ressemblent, dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc, il y a un vrai sujet de valeurs. Alors, les valeurs, il faut faire attention parce que souvent, c'est des mots. Donc là, on va être vraiment dans le vécu. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit non pas des RH, mais moi, je suis convaincue, des opérationnels qui vont partager le quotidien, pourquoi ils sont dans l'organisation. Mais comment, sous forme de vidéo, sous forme de vidéo témoignage. Et puis, quand on se déplace, c'est nos collaborateurs qui se déplacent et qui vont leur parler. C'est pas des RH. Dans le process de recrutement, ce sont des opérationnels. Côté pratique, je rappelle que vous avez carrément monté un studio, vous, chez Mazars. Vous avez un studio TV. Oui, tout à fait. Voilà, on a un studio, on fait énormément de vidéos. On sait que la vidéo, c'est un des supports aujourd'hui les plus plébiscités. On va commencer le podcast aussi. Parce que ça fonctionne, c'est pratique, effectivement. C'est pratique. Ça permet de recueillir les et de voir l'envers du décor. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important et ce qui est très questionné dans les sujets de marque employeur et communication candidat, c'est OK, vous me dites ça, mais moi, je veux voir réellement comment ça se passe derrière. Laurent, comment vous montrez les valeurs du groupe Adecco? Parce qu'en parler, comme disait Mathilde, c'est bien, mais les démontrer. Donc vous... En fait, pour revenir sur qu'est-ce qui va motiver quelqu'un et qu'est-ce qui va lui donner envie de prendre un job. D'abord, il faut qu'il soit globalement attiré par la mission de l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas défini leur mission. Souvent, on définit ce qui est l'objectif. Devenir leader, être reconnu, tout ça c'est très égoïste. Quand c'est tourné vers eux-mêmes, pour moi c'est un objectif. Une mission, ça doit tourner vers l'extérieur. Et donc là, la mission du groupe Adecco, c'est permettre à chacun de devenir acteur de sa vie. Donc de sa vie. Tout court, pas de sa vie, parce que comme on intervient sur le job, sur l'emploi a un énorme impact sur la vie. Donc ça peut être, quand on est dans Adecco, sur de l'intérim, plutôt de non qualifié, on est là sur les besoins essentiels des gens. Trouver un job, le meilleur job ou un job tout simplement. Parce que quand on a un job, quand on a un CDI intérimaire par exemple, on peut acheter son logement, on peut faire un prêt à la banque, on peut être fier aussi de dire à ses enfants papa, maman, un CDI, etc. Donc là, on est sur les arguments. Donc moi, je repasse sur le fond. Vous connaissez, sur le fond, donc comment vous démontrez ça? Est-ce que vous avez formé vos recruteurs pour justement reformuler le sens de ce job? Est-ce que vous leur avez demandé? Exactement. Là, on va revenir à notre culture managériale parce que les managers sont en première ligne dans les processus de recrutement. Le but, c'est de décliner cette mission d'entreprise en disant, tu vas rejoindre tel service. Voilà comment ce service va servir la mission de l'entreprise. Et voilà comment ton job contribue aussi à servir la mission du service et donc de l'entreprise. Et on est obligé de faire ça aujourd'hui parce que, pardon, vous ne m'en voudrez pas, mais Adecco, c'est typique de la grande entreprise où on veut rentrer, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est une grande boîte, 500 premières, vous le rappelez tout à l'heure, elle fait partie des 500 premières boîtes, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, une fois qu'on est dans le process de recrutement, là, on a des recruteurs qui nous disent, qui donnent du sens en fait à cette candidature. Exactement. D'abord, le groupe Adecco, comme vous l'avez dit, c'est 9 marques différentes. Donc, on explique une des 9 marques, voilà le job. Voilà en quoi ce job te fera grandir et te développer dans le sens que tu as choisi. Parce que quelqu'un qui est exigeant et ambitieux pour lui-même, il a besoin qu'on l'écoute d'abord. Qu'on l'écoute pour savoir quel est son projet de vie, professionnel et personnel, ou alors qu'on l'aide à le définir, ce projet de vie. Parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Allez, on avance. Guillaume, vous vouliez compléter sur cet aspect? Oui, moi sur les recruteurs, je peux aussi dire ce qu'on fait chez Ubisoft. Nous, on conçoit vraiment le rôle de recruteur comme un coach pour le candidat. C'est-à-dire que historiquement, il suffisait d'aller sur le site de recrutement, regarder qui venait, hop, on les sélectionnait, on les envoyait au manager et puis on espérait que ça passe. Ça, c'est fini maintenant. Notamment pour toutes les fonctions du siège, nous, à 70%, c'est de la chasse. Donc du coup, mes recruteurs, ils vont contacter les candidats sur LinkedIn et quand ils sont plus sur LinkedIn, pour les profils tech notamment, quand on a marre d'être harcelés sur LinkedIn, ils vont sur GitHub, ils vont sur Stack Overflow, etc. Ou sur nos bases de CV. Sur les bases de CV du Figaro, évidemment. Voilà, les CV tech. Ils vont les contacter et du coup, une fois qu'ils les contactent, il y a un premier rôle qui est un rôle de conviction. Il faut les convaincre que Ubisoft peut être une bonne option pour eux. Et s'ils ne sont pas forcément gamers, ils ne se rendent pas compte. Il faut du coup les évangéliser un peu sur ce qu'est la boîte aujourd'hui. Et ensuite, il faut être vraiment le coach des candidats, c'est-à-dire les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes en entretien, pas les faire jouer un rôle de composition où ils vont mentir au manager évidemment, mais vraiment
les accompagner parce qu'ils attendent ça de vous. S'il y a une vraie, pour réussir à séduire ces populations-là, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure et donc du coup que le candidat voit son recruteur non pas comme quelqu'un de la boîte, mais presque comme un chasseur de tête internalisé qui en fait peut être un bon conseiller pour sa carrière. Ah, c'est super. Et donc du coup cette relation de confiance, elle ne se crée que si le recruteur lui-même connaît, mais sur le bout des doigts, les métiers pour lesquels il recrute et repousse le plus longtemps possible dans l'entretien le moment où il va dire au candidat, bah ça je ne vais pas répondre à cette question, il faudra demander au manager. Ça doit arriver très tard en fait, parce que plus ça arrive tôt, plus le candidat se dit, bah en fait le recruteur m'a contacté, mais il ne comprend pas trop ce que je fais. Donc si ça arrive très tard, le candidat se sent vraiment particulièrement impliqué dans ce qu'on lui propose. Okay. Bon, les candidats disent qu'on passe trop... Les internautes nous disent qu'on passe trop de temps sur nos solutions. Ils nous demandent, est-ce que vous avez d'autres solutions pour mettre en avant les valeurs de la société? Donc il va falloir qu'on ait clair. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour mettre en valeur les valeurs de la société? Je voulais peut-être rajouter, mais c'est lié, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord les faire vivre. Enfin, tout est une question. Il y a pas moi, je pense que c'est pas une question de discours, mais d'expérience. Et derrière ces valeurs, par exemple, notamment aussi rendre fiers les gens. Il y a au-delà du sens, c'est quel est l'impact? Est-ce que je suis utile et est-ce que j'ai un impact sur ce que je fais quand je viens le matin? Est-ce que je sers à quelque chose? Et alors, 2 exemples sur lesquels on travaille beaucoup chez Mazars, c'est l'intrapreneuriat, parce que je suis convaincue que la capacité à chacun de pouvoir apporter des solutions, des nouvelles offres et de dire en fait j'ai laissé ma pierre à l'édifice, j'ai contribué à quelque chose réellement moi, donc ça je suis convaincue que c'est un levier formidable. Et puis la responsabilisation, et là je pense qu'on en reviendra sur la culture managériale, mais c'est pour moi déterminant dans cette capacité à permettre aux gens d'avoir un impact. Voilà, donc Camille, vous avez une réponse supplémentaire et je me permets, on va rester encore un tout petit peu. Guillaume, on a parlé ensemble une fois des OKR. En fait, c'est des OKR, yes. Donc, mettre en avant les valeurs de la société, c'est ça aussi. C'est vous êtes une entreprise à résultat. Et donc, vous permettez aussi... Je vous laisse parler. Alors, en fait, on a revu récemment notre système d'évaluation de la performance et on a mis en place les OKR, donc qui est une méthodologie qui ressemble, pour ceux qui utilisent l'outil, à Trello. En fait, vous avez des grands objectifs avec, pour chaque objectif, une carte par Key Results à atteindre. Donc, du coup, ça peut sembler... banal, ok, on fait ça, objectif, résultat, et en fait, en l'utilisant vraiment comme outil le plus régulier possible, qui permet de se dire, après, pas à chaque point hebdo, mais plus régulièrement, ce Key Results, où est-ce qu'on en est qu'il est toujours d'actualité, est-ce qu'on le décale, comment on fait, on juge vraiment les collaborateurs, ils s'auto-évaluent, ils s'auto-pilotent, c'est ça l'intérêt, et donc ils sont acteurs de leurs résultats, si on peut dire, et c'est pas tout en fait, cette méthodologie-là permet donc du coup de bien analyser le delivery et de se dire à la fin de l'année, voilà ce qu'on s'était dit en début d'année, voilà ce qu'on s'était dit il y a 6 mois et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais on a aussi des attributs de la performance qui du coup sont nos valeurs et sur lesquels tous les collaborateurs Ubisoft sont évalués. Dans ces attributs de la performance, il y a deliver consistently, donc est-ce que résultat on y est ou pas. Il y a se challenger en permanence, avoir un esprit de leadership, être collaborateur, et c'est comme les 7 nains, j'oublie toujours le dernier. Je peux pas vous aider. Être leadership. Donc ce sont en tous les cas les valeurs sur lesquelles ils peuvent s'auto-évaluer, et ça c'est aussi ils s'auto-évaluent et leur manager les évalue, et du coup leur bonus de fin d'année est aussi déterminé par ça et pas juste par est-ce que tu as très bien délivré mais en étant tout seul dans ton coin, en écrasant tous tes collègues, etc. Non, ça ne nous convient pas. Il faut aussi que sur les autres attributs de la performance, tu sois au top. Super, ça c'est concret. Alors, point 2, travailler le management, c'est-à-dire une entreprise, un mauvais management, de toute façon, ça fait fuir les meilleurs. C'est quand on a affaire à des petits chefs qui ne sont pas formés. Donc, avoir un management professionnalisé, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Point 2, bon ok, on est un peu à la bourre, on va se dépêcher. Laurent, donc Laurent, effectivement, je vous repasse la parole parce que vous avez ce fameux programme de culture managériale, il a 3 ans. Là, il y a 3 salariés sur 4, c'est ça que vous me disiez, 3 collaborateurs sur 4 qui disent qu'ils voient que ça a changé quelque chose depuis 3 ans. En fait, ils se rendent compte que le management a changé. Exactement. On leur pose une question très concrète. Avez-vous noté des changements dans la posture managériale de votre patron? Et 3 sur 4 ont répondu oui, contre 1 sur 2 l'année d'avant. Donc, on est extrêmement fiers du fait de voir que ce projet, il existe sur le terrain. Parce que
Il faut qu'il existe en tant que projet au début, mais après il faut qu'il soit déployé. Et c'est là que c'est le plus compliqué, c'est le déploiement. Alors comment vous allez faire pour nous résumer ce programme qui est tentaculaire en 1 minute? En 1 minute, eh bien, je vais essayer. Notre culture managériale a pour objectif d'allier performance avec bien-être et développement des collaborateurs. Pour ça, on a défini des rituels managériaux, qu'ils soient individuels et collectifs, et surtout une posture managériale. Alors, posture, attention, c'est... Une attitude managériale qui doit exister en toutes circonstances, et pas simplement parce qu'on est en bilan annuel ou en point carrière, où là, je remets ma posture de bon manager, mais quand je fais un point business, j'oublie et je redeviens très descendant. Non. Dans toutes les situations, qu'elles soient opérationnelles et carrière, un manager du groupe Adecco doit être ce qu'on appelle IFED. 4 lettres qui veulent dire inspirant, facilitant, exigeant et développant. Si je devais l'illustrer par des phrases, inspirant, c'est je donne le sens, j'explique à quoi sert ce que je demande à mon collaborateur. Et ça, ils le font en permanence. Voilà, exactement. Qu'on soit sur le projet d'entreprise ou qu'on soit, voilà pourquoi je te confie ce dossier. Facilitant, c'est casser les silos, prôner le collectif. Le manager doit aider en fait son collaborateur à avoir les moyens pour atteindre ses résultats. Oui, mais machin, il veut pas me donner, il veut pas me mettre dans la roadmap. Exactement. Donc le rôle du manager, c'est justement faire en sorte que machin, il le mette dans la roadmap. Exigeant, c'est un peu ce que vous avez dit dans le suivi des objectifs, c'est je définis l'exigence et je la suis. Et moi-même, je suis exemplaire. On prône beaucoup l'exemplarité managériale. Un manager doit faire ce qu'il demande de faire à ses collaborateurs. Ça, tout le monde en si on dit par exemple, il faut voir 5 clients par semaine, le top management de l'entreprise doit avoir aussi 5 clients par semaine. Et puis le D, c'est développant. Être plutôt que de donner des solutions, faire trouver à son collaborateur des solutions et être dans le développement des compétences dans le sens du projet professionnel. Et choisir aussi les projets qui vont être des occasions de développer les compétences pour ses collaborateurs. Donc ça, c'est très important. Il y a un moment de vérité par rapport à ça, c'est à la fin de la mission. Je ne sais pas comment vous le gérez, mais c'est vraiment très important qu'on forme bien les managers. Si quelqu'un il arrive au bout de 2 ou 3 ans sur son poste et qu'il a envie de bouger, surtout l'aider. Parce qu'en fait, déjà, ça permet de le fidéliser par rapport à l'entreprise et qu'il bouge à l'interne, mais surtout pas commencer par le prendre en grippe ou se dire en fait, il me trahit, il veut partir, etc. Je vais le mettre de côté. Parce qu'effectivement, on est sur développement, ça va jusque-là. Professionnaliser le management, c'est aussi ça. C'est aussi savoir lâcher ses ouailles. Et les laisser grandir. Nous, on vérifie une fois par an, par un baromètre. Chaque manager est évalué par ses N-1. Et notamment, il y a une question, est-ce que je suis prêt à laisser partir mes meilleurs éléments? Parce que souvent, la question se pose pour les meilleurs éléments et on est évalué par les collaborateurs. Et mine de rien, on retombe sur les valeurs parce qu'en fait, la question pourquoi venir travailler chez Adecco, au groupe Adecco, c'est parce que le management est bon. Voilà. On répond à cette question. On le veut différent, ce qui permet d'attirer et surtout de retenir et développer. Mathilde, vous voulez réagir? Il y a quelque chose de similaire. Oui, mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec ces nouvelles générations, si on revient au sujet, c'est qu'en fait, ils sont juste venus re-questionner le sens même de c'est quoi être manager. Quand on dit management professionnalisé, c'est bien le problème, c'est qu'avant, être manager, c'était juste un statut dans une pyramide et on ne s'attachait pas au temps qu'il allait consacrer au management et même auxquelles compétences étaient nécessaires pour faire un bon rôle de manager. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ils sont venus re-questionner, mais en fait, un manager, ça sert à quoi? Ce n'est plus la connaissance, puisque l'accès à la connaissance aujourd'hui, c'est totalement démocratisé. Donc, on va vraiment revenir sur les soft skills. Et on voit bien, on parle tout le temps des soft skills, mais c'est assez nouveau quand même. Pendant longtemps, c'était d'abord l'expertise qui primait. Et aujourd'hui, c'est un enjeu parce qu'en fait, on va aborder l'intelligence émotionnelle. Par exemple, c'est qu'il y a un gros sujet. Et ça, culturellement déjà en France, c'est un sujet sur lequel on n'est pas du tout à l'aise. Et je pense que c'est primordial pour aborder et être un bon manager aussi. Vous avez redonné du plaisir aux managers en fait de faire ce boulot aussi. Et on a une question, allez, je la pose maintenant quand même. C'est une question de Yann qui nous dit est-ce que vous avez un exemple chacun, ou plutôt d'un recrutement qui a nécessité d'être particulièrement innovant et de sortir des sentiers battus? On est sur la culture managériale, sur la partie culture managériale, mais alors est-ce que vous pouvez... je pense que le sens de cette question, c'est est-ce qu'il a fallu mettre en avant des arguments pour un recrutement en particulier qui vous a obligé à sortir des sentiers battus? Je sais pas si vous... Par rapport à la culture managériale? Pas forcément, non. C'est en général. Je prends la question au fur et à mesure.
J'ai peut-être un exemple. Ouais. Et ça, alors c'est pas un exemple, c'est quelque chose d'assez nouveau avec Nouvelle Génération. C'est que on a affaire aujourd'hui à des candidats qui ont plusieurs jobs en même temps, en tout cas pour qui ont déjà un job et qui disent je veux bien venir chez Mazars, mais je veux pouvoir faire plusieurs activités. Ouais. Et ça, par exemple, ça nous a vraiment questionné puisqu'on avait des clauses interdisant la double activité à nos contrats de travail culturellement, et du coup qu'on a complètement fait sauter là depuis quelques mois parce qu'aujourd'hui, ça y est, parce que justement aujourd'hui, j'ai déjà eu affaire, et c'était dans mon équipe, voilà, quelqu'un qui a recruté en disant mais moi je veux bien venir, mais attention, si on fait pas sauter cette clause, je viens pas parce que l'autre activité que j'ai à côté qui n'a rien à voir avec le management, ça c'est pas du tout. En fait, il faut juste pas faire une activité concurrentielle. Mais ce qui est jamais le cas, ce qui est très très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des candidats qui sont youtubeurs professionnels, qui ont des blogs, qui sont journalistes, qui ont des agences événementielles, des entreprises familiales, des restaurants. Des CHR en fait, c'est ça. Voilà, exactement. CHR, et ça, je trouve que c'est vraiment très nouveau et ça nous a complètement demandé de repenser. Je connais pas beaucoup de boîtes qui acceptent ça. Hein. Mais donc vous êtes peut-être les pionniers. Je sais pas, Guillaume, vous avez vous des gens qui ont des boîtes à côté? Oui, des directeurs créatifs qui travaillent pour nous, mais qui ont aussi potentiellement à côté leur boîte à eux où ils développent leurs propres jeux vidéo, etc. Chez nous, on en a aussi. Et vous, Laurent? Nous, comme recrutement un peu original, c'est quelqu'un qui dit ça a l'air bien votre job, mais j'aimerais bien essayer. Et faire en sorte qu'on leur permette de vivre, on appelle ça un vie ma vie, d'une journée pour que ils voient concrètement, c'est concrètement, je voudrais tester. D'accord. Comme on teste un produit, je voudrais tester le job. Et vous en faites ça? Et oui, on en fait. Alors, c'est pas dans nos processus pour nos 1500 recrutements de dire on va faire 1500 villes à vie, mais ça peut arriver pour un job particulier de dire je vais vous immerger dans l'équipe, vous allez rencontrer l'équipe, vous avez le droit de poser toutes les questions, vous avez le droit de les observer, vous avez le droit d'être acteur pendant une réunion et de proposer vos idées comme si vous faisiez partie de l'équipe. Et à la fin de la journée, on va voir ce que vous en pensez de la manière dont on vit chez nous. C'est une boîte incroyable. En plus de, alors ils ont collé un stagiaire au PDG du groupe. Voilà. Donc Christophe 14. Pour un mois, CEO for one month. Exactement. Et donc, du coup, vous et avez après, aussi souvent, ça. on les embauche pour des jobs incroyables. Le dernier CEO for on n'est pas là pour faire de la pub. Bon, dommage parce que j'ai un super exemple. Allez, troisième piste pour attirer des jeunes diplômés. Si vous réussissez à démontrer que vous êtes une entreprise apprenante. Apprenante, ça veut dire on sort de l'école, mais on peut continuer à apprendre et surtout, on ne va pas s'ennuyer et on va se préparer pour le job d'après. Le job d'après, personne ne sait ce que c'est, mais on va se préparer pour les jobs de demain même plutôt que celui d'après. Est-ce que vos entreprises sont apprenantes et si oui, quel est l'argument, quel argument vous mettez en avant pour les attirer? Guillaume? Alors, entreprise... En retard de temps de parole, allez-y. Pas de problème. Entreprise apprenante, ça veut surtout dire entreprise qui laisse du temps à ses collaborateurs pour apprendre. Pas forcément qui leur fournit tout sur un plateau, qui les forme, etc. Ils attendent ça évidemment aussi de leur entreprise. Mais aujourd'hui, où avec la culture du MOOC qui s'est développée depuis quelques années, ils préfèrent je sais pas tous, mais en tout cas aller sur Coursera, suivre une formation certifiante qu'ils pourront mettre sur leur CV, plutôt que suivre une formation en interne. Dont personne ne connaît la qualité. Quand on leur dit voilà, c'est la cafette, allez-y, servez-vous, faites ce que vous voulez. Vraiment, c'est des arguments qui portent. C'est pas juste leur dire, il faut que ce soit porté aussi par le manager et donner du temps à ses collaborateurs pour se former ou pour lire. Enfin, je connais peu de managers qui laissent du temps à leurs collaborateurs. Tiens, lis un livre et vendredi après-midi, tu viens pas bosser, tu vas lire ce bouquin qui va t'aider à grandir. Moi, j'essaye de le faire. Après. Eux-mêmes ne sont pas forcément tous très réceptifs à ça parce qu'ils n'ont pas forcément cette culture de je vais lire un bouquin. Peut-être qu'ils attendent aussi plus le côté un formateur va venir me former en présentiel, ce sera mieux. Mais ils reconnaissent eux-mêmes qu'en fait, après la formation, souvent ils oublient parce que c'est une formation de une journée, 2 journées, il faut des piqûres de rappel constantes pour qu'ils s'en souviennent. Donc du coup, leur permettre de se développer eux-mêmes avec leur propre support, c'est ça qui va les aider à progresser. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous parler des talent boosters? Parce que vous avez talent booster, est-ce que vous avez remarqueté les formations vous alors déjà, on a la chance que Mazars est vu comme un 3e cycle. Donc ils se disent, je vais venir quelques années pour faire un tremplin. Donc on les prépare à leur futur job. D'ailleurs, on pourra en reparler. On a même mis
en place du offboarding, c'est qu'on leur trouve leur futur job. Ouais, ça c'est pour après. C'est pour après. C'est point 5. Mais du coup, effectivement, donc on a un catalogue de formation très très large, mais c'est surtout, c'est parfois très éloigné de leur cœur de métier, puisque en fait, on sait que les métiers vont être totalement réinventés. Donc c'est difficile de préparer à un métier qui n'existe pas encore. Donc vous les équipez intellectuellement. Exactement, et on leur ouvre l'esprit. Donc effectivement, on a les talents de booster autour de la créativité, par exemple, c'est pour des auditeurs financiers, c'est des techniques d'ateliers très très innovants. On fait beaucoup de learning expedition, de conférences, parce que je pense que même la façon même d'apprendre aujourd'hui est beaucoup plus dans l'expérience que dans le Donc vous les autorisez à aller assister à des talks, à des complètement, on les encourage, on les inscrit, on les identifie, on les inscrit, on va avec eux, on échange après. Et puis là, depuis, c'est la 2e année consécutive, on va plus loin, c'est qu'on leur propose des immersions en start-up de plusieurs jours. Donc en général, c'est une semaine où ils vont aller, donc ils sont mis à disposition, ils restent en contrat chez nous, ils sont mis en disposition au sein d'une start-up pour une mission donnée, parce qu'on sait qu'ils vont apprendre vraiment une façon d'interagir, de collaborer totalement différente. Et donc, c'est la meilleure façon, encore une fois, c'est l'expérience et on les met dans le bain pour qu'ils vivent autre chose. Pour un recruteur qui voudrait vous copier, c'est facile ça de proposer à une start-up de mettre à disposition? Donc, oui, alors nous, on travaille avec une start-up qui s'appelle Mobiliwork qui propose justement ces dispositifs parce qu'il ne suffit pas de les envoyer pour que ce soit vraiment très, on va dire, productif pour tout le monde et très intéressant, apprenant, je veux dire. Il faut énormément le préparer en amont. Donc, on a quelqu'un qui nous accompagne pour cadrer la mission en amont, bien préparer tout ça. Et pour finir sur les talent boosters, il y a aussi un livrable à la fin. C'est super important de le préciser. C'est ce qu'il faut que ce soit concret quand même. Effectivement, et puis je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du peer-to-peer, mais c'est vrai que l'apprentissage, il se fait beaucoup de pair à pair. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on permet à quelqu'un d'aller à une conférence ou de faire un événement ou un atelier, quelle est la meilleure façon d'évaluer sa capacité à avoir appris que de le voir repartager son apprentissage avec ses pairs. Donc ça peut être l'animation d'un atelier, ça peut être ce qu'on appelle le thought leadership, c'est écrire aussi un article ou une publication qu'on va partager pour, on va dire, partager au plus grand nombre l'apprentissage. Mais Mathilde, vous croyez que les candidats, quand vous leur parlez de ça, ils se rendent compte de ce que ça représente? Ils voient ce que c'est? C'est un argument? Leur dire tu vas pouvoir développer tes soft skills. Oui, alors je pense qu'ils sont encore plus touchés sur la confiance qu'on leur donne. On te prépare pour tout type de job demain, mais après, oui, alors je pense qu'aussi dans les écoles, l'apprentissage a énormément évolué. Quand on voit, moi je regarde dans mon école, je fais une école de commerce, aujourd'hui on enseigne aux étudiants par rapport à avant, ça a énormément évolué. Donc de toute façon, là-dessus, ils sont aussi très exigeants sur maintenant l'innovation pédagogique qu'on va leur proposer via des nouvelles technologies, via de l'expérientiel, via du gaming. On parle beaucoup de gamification aussi dans l'apprentissage et la formation. Je repasse à Laurent. En fait, vous êtes une entreprise apprenante. Juste un point sur quand on rentre chez vous, on apprend parce qu'on nous fait des feedbacks. Exactement. Alors ça fait partie. Chez vous, ça fait partie de notre culture managériale. Et l'élément clé pour le développement, c'est faire des feedbacks. Et ça, vous croyez que c'est un argument pour les candidats? Dans ma marque employeur, je dis attendez, si vous venez chez moi, il y aura déjà, des vrais feedbacks. Ça commence à l'approche candidat. Quand un manager reçoit un candidat, à la fin de l'entretien, il lui fait un feedback. Et il lui fait pas un feedback pour lui faire plaisir, c'est-à-dire il lui fait un vrai feedback sur ses points de force et sur les points à travailler. C'est aussi aligné avec notre mission, permettre à chacun de devenir acteur de sa vie, y compris pour les candidats. S'il ressort d'un entretien avec un manager du groupe Adecco et qu'il a des clés pour se développer, alors quelque part, on lui permet d'être acteur de sa vie. Donc tout ça est très aligné à notre mission. Donc le feedback, c'est évidemment du manager vers le collaborateur et du collaborateur vers le manager. Mais on prône aussi le feedback avec les pairs. Et ça devient du coup naturel de faire des feedbacks. Chez vous, Question de Sophie, menez-vous des actions avec les écoles qui permettent aux étudiants d'apprendre au sein de votre entreprise? La réponse est oui, avec toutes les écoles. Un grand oui. Mais enfin ça c'est assez classique, c'est du campus management. C'est vrai que en fait j'ai pas développé parce que j'ai préféré aller sur des pistes. Tout dépend du rôle qu'on confie aux stagiaires ou aux apprentis.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des rôles sur des projets innovants, des projets en rupture qui peuvent être formidables. Ça, c'est aussi un argument et puis, il faut voir aussi quel impact ils ont. Évidemment, ce qu'ils vont tous fuir, c'est le stage photocopie. Donc, ils vont regarder des classements comme Happy Trainees ou des choses comme ça pour voir le jugement des autres stagiaires dans ces boîtes. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils ont leur permis de grandir? Ils vont regarder le taux de conversion. Est-ce que les stagiaires sont gardés après, derrière? Donc, est-ce que c'est en fait un vrai tremplin pour l'emploi ou est-ce que c'est une main-d'œuvre jetable? Alors ça, c'est pas forcément des questions qu'ils posent, mais que les candidats posent. Alors, ils peuvent regarder, ils peuvent se dire, en fait, quand ils vont choisir leur stage, ils vont se dire, est-ce que derrière, j'ai une chance d'être embauché? Nous, ils le posent en entretien. Alors, et puis, pardon, mais peut-être juste au-delà des stages, et effectivement, c'est aussi peut-être donner des actions. Nous, on donne des missions à nos étudiants avec les écoles, les étudiants des écoles avec lesquelles on travaille. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'apprendre à travailler sur des cas concrets, des cas qu'ils vont pouvoir retrouver en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut apprendre, nous, énormément de choses de la part d'étudiants. Il y a des vrais projets. J'ai un exemple en tête où là, on lance un voice bot en termes de marque communication candidat. Et ce voice bot, on a demandé à des étudiants de nous créer le prototype, vrai produit qui va être sorti. Voilà. Et donc, c'est très apprenant pour eux parce qu'ils peuvent travailler sur des cas très concrets et déjà se projeter dans le monde de l'entreprise. C'est super riche. Mathis, c'est une question pour vous. Est-ce que c'est Angélique qui vous demande, est-ce qu'en proposant des interventions en start-up, vous n'avez pas peur de perdre vos collaborateurs? Alors ça, c'est tout le monde dit ça. Et honnêtement, sur la première édition, il y a quelqu'un qui est parti parce que ça a favorisé, ça a conforté son envie. Moi, je pense que ça sert à rien de retenir les gens. Quand on veut partir, la question à se poser, c'est est-ce que je sais pourquoi je reste? Et moi, mon but, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à leur montrer, leur faire toucher du doigt la raison pour laquelle ils ont envie de rester? S'ils ont envie de partir, tant mieux si j'ai mis en place des dispositifs qui les ont confortés dans leur choix, parce que je pense qu'en termes d'expérience collaborateur, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour tout le monde. Ça leur donne envie de revenir. Trois derniers points. Garantir un bon équilibre vie privée, vie pro. Ça aussi, c'est un bon argument, paraît-il, aujourd'hui. Alors, donc, parce que ça crée un sentiment de complicité, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On comprend ce qu'ils attendent. Et donc, on leur met des dispositifs à disposition. On dégomme le présentéisme. C'est le cas chez vous, Guillaume? Je vois chez la tech. Avec toute la culture du feedback, des OKR, etc. Ça permet au manager de ne pas se dire est-ce qu'il est derrière son bureau à bien travailler, mais est-ce qu'il travaille, point barre, chez lui, à une conférence, c'est pas un bureau. Sujet, ça. Voilà, c'est pas un sujet. Plus un sujet. Et pourtant, ça l'a été parce que historiquement, on est un groupe qui travaillait beaucoup, dont les équipes de création de jeux vidéo travaillaient beaucoup le matin à tous se voir sur le plateau pour savoir ce qu'on allait développer, et puis on faisait une sorte de sprint avant l'heure de méthode agile, et du coup ça se justifiait que les gens soient là toute la journée au bureau, et ça de plus en plus ça saute, même dans les studios de création de jeux vidéo, parce que c'est leurs attentes, et puis parce que on se rend compte que tout le monde a à y gagner. Alors sauf qu'il y a une question qui me brûle les lèvres, comment vous vérifiez qu'ils n'y sont pas jour et nuit? Quand on développe un jeu vidéo, souvent c'est... Alors c'est souvent ce sur quoi l'industrie est attaquée, c'est ce qu'on appelle le crunch dans l'industrie, c'est-à-dire quelques temps, après le temps est variable, avant la sortie d'un jeu, les équipes sont poussées à bout pour sortir le jeu à temps, et il y a un gros concurrent récemment qui a sorti un très beau jeu qui a cartonné, mais le CEO s'est félicité d'avoir fouetté ses équipes pendant 2 ans avant la sortie du jeu. Et il s'est pris un backlash sur les réseaux sociaux monstrueux parce qu'il s'est rendu compte que même les gamers qui voulaient jouer à ce jeu très attendu refusaient que le jeu soit construit avec de la souffrance humaine, quoi. Et donc du coup c'est vraiment important pour ça. Nous-mêmes on a connu ça, on a une crise de croissance il y a une quinzaine d'années à peu près, j'étais pas là encore, mais lié à ça, où en fait on était une start-up jeu vidéo qui marchait très bien. 70 et du coup, personnes au départ. C'est ça, et on se disait ça va, tout le monde est content, etc. Et puis on s'est rendu compte que il y avait des situations où le manager n'était pas forcément à la hauteur, des situations où il y avait du crunch, et donc très vite on a mis en place tout un accompagnement RH pour éviter ça, et aujourd'hui c'est ce qui nous valorise dans le secteur du jeu vidéo, mais aussi de la tech, c'est tout le monde reconnaît, dans les enquêtes internes comme dans les enquêtes externes sur Glassdoor et compagnie, que c'est très bienveillant par rapport à ça, et qu'il n'y a pas, justement, il y a un peu de crunch évidemment à la toute fin, mais c'est le rush de la dernière minute, mais c'est pas des mois, et on fait très attention à entretenir la motivation, parce que très rapidement sur notre business model, on a changé de business model. À un moment, on travaillait à fond sur un jeu, le jeu sortait, les équipes étaient déstaffées en attendant qu'on travaille sur le prochain jeu. Maintenant c'est fini, maintenant il y a du live
sur les jeux vidéo. Le jeu sort et à peine quelques semaines après, il y a déjà une mise à jour qui sort. Donc du coup, c'est pas un marathon c'est pas une course, un sprint jusqu'à la date d'arrivée qui est la sortie du jeu. C'est un marathon où il faut tenir en longueur derrière parce que c'est un jeu qu'on va pouvoir exploiter pendant 2, 3, 4, peut-être plus d'années. Et donc il faut continuer à entretenir la motivation des équipes et pas les cramer sur un instant T. D'accord, donc vous êtes vraiment acculturé à ça. Mathilde, on a vu des grands cabinets de stratégie parisiens qui n'avaient plus de candidats pour devenir associés. Parce que le boulot d'associé, on sait que c'est jour et nuit, on est corvéable à merci, pardon pour le langage. Et donc, comment est-ce que vous faites face à ce changement de mentalité? Comment est-ce que vous réussissez, vous aussi, à garantir ce bon équilibre? Déjà, je trouve que c'est un sujet complexe parce que ça demande une segmentation très fine des attentes des uns et des autres. Parce que chaque collaborateur peut avoir une définition très différente de ce que c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que c'est le sujet de la parentalité? Est-ce que c'est le sujet de j'ai d'autres activités à côté? Est-ce que c'est juste un sujet de flexibilité, de propre autonomie dans son organisation? En fait, il n'y a pas un programme ou un process. On doit être vraiment dans le questionnement. C'est plus une question d'épanouissement. Chacun n'a pas du tout la même zone de tolérance aussi, sachant qu'on voit en plus avec les jeunes, c'est pas une question de soir et week-end, c'est pas la semaine et le week-end. L'équilibre de vie, c'est davantage je peux faire plein de choses en même temps, donc je suis prêt à travailler le week-end, moi ça me pose pas, je suis totalement connectée. Par contre en semaine, j'ai quelque chose d'important le lundi ou le mardi matin, moi je veux être évaluée au résultat et qu'on me laisse donc on voit que c'est quand même assez complexe. Ça vous avez lâché. Mais après dans la projection associée, oui, il y a un sujet parfois effectivement, et moi je dis attention, on n'est pas corvéable, on peut être très engagé, c'est pas une question de temps, mais plutôt d'impact qu'on va mettre dans ce qu'on va apporter. Il n'y a pas d'associé à 3/5 ou non, alors c'est vrai, c'est plus compliqué. Non, mais ça c'est un peu, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, mais le partnership est plutôt globalement d'une génération précédente, et on va dire que là, les jeunes associés qui sont en train de passer sont de ces nouvelles générations, et déjà rien que sur les sujets de parentalité, ils n'ont pas du tout la même posture. Aujourd'hui, ils assument beaucoup plus. Les réunions, on va pas la faire commencer avant 9h15, parce que moi, j'emmène mes enfants à l'école. Le week-end ou la fin de l'année, j'ai le spectacle de danse, et puis j'ai la chorale de Noël. Et donc ça, c'est des sujets qui ne sont plus du tout tabous, et qui sont complètement imposés. C'est un vrai changement, ça. Les nouvelles technos nous aident aussi avec tout ce qui est accès à distance, visioconférence, etc. On n'est plus obligé d'être tous à 9h. Oui, et l'équilibre vie privée, vie pro, c'est aussi rester vendredi soir jusqu'à 22h pour finir un rapport qu'on avait promis vendredi. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand on a des responsabilités. Il ne faut pas que ça soit... il ne faut pas que ça devienne la norme. Nous, pour l'équilibre vie pro, vie perso, on déploie une enquête qui est Great Place to Work, et on a surtout des collaborateurs qui sont ce qu'on a appelé nos ambassadeurs Great Place to Work, et qui réfléchissent en parallèle des mesures que la DRH, la direction générale veut déployer. Il y a aussi des collaborateurs qui sont responsabilisés sur le fait de dire comment est-ce qu'on améliore le bien vivre en entreprise. Et ça, c'est effectivement des principes, et ensuite c'est décliné. Des actions très concrètes qui peut être par exemple le télétravail, la mise en place du télétravail, les modalités de télétravail. Ça peut aussi avoir des espaces pour travailler tous ensemble. Ça, le télétravail, justement, nous demande Enora, c'est un argument pour attirer les candidats. Est-ce que c'est un vrai argument ça dépend en fait. Est-ce que c'est pas un peu à double tranchant cet argument? Il y a un peu un retour de vague aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que historiquement, c'était il y a quelques années, donc c'était pas si ancien que ça. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient du télétravail parce qu'ils disaient si la boîte valorise la culture du télétravail, c'est que justement ils sont pas pour le présentéisme et donc ils vont évaluer autre chose que mon temps passé derrière mon bureau. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui ont un peu surenchéri dans cette idée-là et qui proposent des postes en full remote, c'est-à-dire un total télétravail où vous pouvez travailler d'où vous voulez. Alors idéalement un des bureaux de la boîte. Mais vous le feriez, dans une région. Sur des métiers IT d'experts, on peut être amené à le faire, mais c'est très rare parce que sinon, il n'y a pas de vie d'équipe. En termes de posture managériale, c'est très compliqué quand tu es à distance et que c'est une fois par semaine avec 1 heure de visio. On ne capte pas du tout les mêmes choses que quand on est avec son équipe. Donc du coup, nous, là-dessus, on freine un peu des cas de fer parce qu'il y a des boîtes qui ont aussi beaucoup développé ça en se disant c'est bien, ça va nous libérer du mètre carré, on aura moins de loyer à payer, des choses comme ça. Mais en fait, il y a un retour de bâton, c'est qu'on finit par avoir des gens totalement isolés qui se motivent
motive pas tout seul pour le projet du groupe dont parlait Mathilde tout à l'heure. C'est compliqué. Il faut l'incarner, il faut le vivre, il faut être dedans. Et qui ne se nourrissent pas de l'énergie aussi de l'équipe. Exactement. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler de chez eux. Ils préfèrent finir un peu plus tard et quand ils sont chez eux, ils ne regardent même pas leur mail. Ouais. Oui, parce qu'on parle aussi à l'opposé du droit à la déconnexion. Parce que c'est ça qui est terrible quand on est toujours connecté avec nos outils, on pourrait travailler 24/24 un peu partout. Oui, vous ne pouvez pas dire aux candidats qui postulent, dans notre marque employeur, on a ce droit à la déconnexion. C'est un peu compliqué de mettre cet argument-là. Pourquoi pas? Non, au contraire. Unanimité. Au contraire. Et puis moi, je préconise à mes managers, et je suis exemplaire là-dessus, à ne pas envoyer de message le vendredi après une certaine heure pour dire merci lundi à 8h du mat de me livrer tel document. Point 5, allez, on a presque terminé. Travailler l'employabilité, ça c'est aussi un point. Donc ce que je disais tout à l'heure, le coup d'après, on accepte le fait d'être une entreprise tremplin où on ne va pas faire une carrière comme dans certaines boîtes de très longues années. On les fait bouger tous les 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Est-ce que ça marche, cet argument-là? Chez Ubisoft, par exemple, c'est la galère pour attirer des financiers. Donc, comment vous les rassurez sur… Alors nous, on a une forte chance, c'est qu'on est en forte croissance. Donc du coup, les opportunités se créent, donc on réussit à les faire bouger. Ce qui peut être quand même compliqué chez nous parce qu'on a assez peu de turnover, donc assez peu de gens qui partent, donc de postes qui se libèrent. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est en fait, on vient chez Ubisoft pour faire du dev de jeux vidéo. Ok, mais on ne vient pas chez Ubisoft pour faire de la finance. Donc l'employabilité, en fait, les gens se disent… ça vaudra rien sur mon CV si je viens faire de la finance chez vous. Donc comment vous les on leur valorise justement tout ce qu'il y a à faire en finance chez nous et tout ce qu'ils ne trouveront pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas faire de la finance chez nous comme ils feraient de la finance corporate dans n'importe quelle entreprise. On a un business model qui se financiarise énormément via ce qu'on appelle les achats in-game. Je vais prendre l'exemple des jeux vidéo mobiles. Les jeux vidéo mobiles, c'est des jeux gratuits. Tout le monde peut les télécharger, vous jouez, vous avez de la pub. Ok. Du coup, comment est-ce que ça se rentabilise? C'est avec les achats in-game. Vous achetez 1 euro, vous achetez une arme, vous achetez une nouvelle tenue pour votre personnage, des choses comme ça. Et du coup, les financiers ne sont pas juste là pour dire « oui, le jeu rapporte ». Les financiers sont là dès la création du jeu pour mettre un prix sur chaque élément du game design. Et pour dire, ça, si tu mets cette arme-là aussi chère, elle ne se vendra pas, versus celle-ci, ça marchera. Et du coup, trouver un bon équilibre entre le plaisir de jouer et le fait de vouloir mettre un peu plus pour améliorer son expérience de jeu. Et ça, c'est complètement vendable après, quoi. Bien sûr. On peut faire des achats. C'est ça. Et du coup, on a des gens qui commencent en financial planning et qui, du coup, deviennent plus ou moins éco-game designer, qui est un nouveau métier qui n'existait pas avant et qui a vraiment la croisée entre la finance et le créateur de jeux, qui étaient 2 univers qui ne se rencontraient pas trop avant. Voilà, je ne pense pas que vous puissiez faire mieux. L'argument massue, vraiment. Guillaume, il a réponse à tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour témoigner, apporter des preuves sur son employabilité? Donc vous, en fait, quand vous les attirez, vous n'allez pas leur dire, attendez, vous allez être bankable après, vous allez être alors ça, c'est l'argument clé de nos promesses employeurs, c'est un tremplin pour l'avenir. Et de toute façon, souvent on me dit, oh là là, c'est horrible, en cabinet, 22% de turnover, mais ça n'est pas un sujet. Ils viennent pour, et puis à moi de quelque part engager et donner envie à certains de rester toute leur carrière, mais de fait, ils viennent chez nous parce que c'est un 3e cycle. C'est-à-dire après une école, ils se disent, je vais faire quelques années en outil de conseil, je vais être plus bankable pour ensuite accéder à des fonctions à responsabilité dans d'autres entreprises. Donc ça, au contraire, et on va même plus loin, c'est là où je disais, où maintenant on a mis en place un programme de off-boarding, c'est que c'est pas juste, on attend qu'ils partent, c'est qu'en fait, on a mis en place un programme qui fait qu'on fait matcher les gens qui ont envie de partir. En fait, on a aussi des demandes de nos clients et en fait, on va leur faire tester des jobs, on va les coacher pour qu'ils aient les meilleures offres d'emploi à l'issue de leur expérience chez Mazars. Voilà. Chez Adecco, est-ce qu'il y a un graduate programme chez Adecco? Je ne sais plus. Un programme de certification, c'est ça, de développement des compétences, en fait, qui identifie. Donc, question de Muriel, qu'est-ce que vous pensez des graduate programmes? Il me semblait qu'il y en avait un chez vous. Qui identifie des hauts potentiels et qui leur permet… Ah voilà, merci des sous-titres. C'était bien ça. Donc oui, on a des programmes, ça s'appelle Alpha, Vega, Alto, qui permettent, donc vous avez des jolis noms inspirants, et qui permettent exactement de dire comment je me prépare à devenir manager, comment quand je suis manager, je me prépare à devenir manager de manager, et comment quand je suis manager, je me prépare à rentrer au comité de direction d'une BU. Et c'est du multifonction, donc oui, on en a.
C'est des programmes multifonctions. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est pas d'un autre temps? Non, moi je trouve que c'est top. C'est top parce qu'on arrive à créer des promotions multimétiers où le financier va discuter avec le commercial, avec le recruteur, etc. Les faire travailler sur des sujets importants pour la société, donc les sortir de leur cadre, travailler beaucoup leurs soft skills, leur capacité à apprendre, leur capacité à créer des offres. Ouais, ça, c'est important. Et pour le groupe, c'est formidable parce que nous, on essaye aussi de les faire bouger, mais de les faire bouger soit dans la même marque dans d'autres pays, soit de passer d'une marque à l'autre et donc de rester dans le groupe, mais de changer de job dans le même groupe, idéalement. Il y a Yann qui veut nous faire le grand écart. Merci beaucoup Yann. Vous avez parlé d'attirer, de manager et de faire évoluer, mais qu'en est-il de l'onboarding? Est-ce un élément pris en compte pour attirer les futurs collaborateurs? Tu m'étonnes, j'allais dire. Pardon, c'est sorti comme ça. Mais ouais, alors, en plus, c'est notre point 6. Être irréprochable, j'avais mis être irréprochable, notamment sur le package numérique. Parce que quand ils arrivent, qu'il n'y a pas de bureau, qu'il n'y a pas d'ordi, qu'il n'y a pas de tout ça, bon, c'est terrible. Ça fait partie de l'onboarding, mais voilà, qui veut parler de l'onboarding? Vous avez tous des programmes d'onboarding. C'est clé en fait. C'est clé et de toute façon, il est fondamental. Il est fondamental de trouver une solution pour, quand on parle d'efficacité, de performance attendue, quelqu'un qui est mal intégré, il ne va pas être performant dans son job et risque de partir, alors qu'on se donne énormément de mal pour l'attirer. Et puis de raconter plein de trucs sur les réseaux sociaux aussi, c'est ce que notamment. Vous disiez. Donc il y a à avoir tout le package digital, mais aussi avoir les bons droits d'accès, etc. Oui, ça c'est important. Et puis il faut se remettre à leur place aussi, puisqu'on parle des candidats exigeants, idéalistes, donc notamment les plus jeunes. C'est angoissant d'arriver dans un nouvel environnement. Quand on sort d'école, c'est angoissant de changer une première fois de boîte, d'avoir fait 2-3 ans dans une boîte de conseil par exemple, et d'atterrir tout à coup dans un des clients, dans un nouvel environnement. On ne connaît pas les collègues, on ne sait pas trop comment les prendre, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des réactions que nous, qui sommes dans la boîte et qui connaissons l'environnement, on peut juger comme irrationnelles. Donc c'est vraiment très important d'être sûr qu'ils se sentent bien accueillis, que ce soit leur manager qui les accueille le premier jour et qui leur disent écoute, demain j'ai une réunion, etc. Arrive à 11h parce que je pourrais pas t'accueillir avant, et pas juste viens à 9h30, un stagiaire viendra te chercher et puis quand j'aurai le temps je viendrai te passer. Parce que là, à ce moment-là, c'est la preuve que tout le reste va être à l'image de cette première journée. Et on a aujourd'hui des candidats qui, après une journée, décident de ne pas revenir. Alors nous, chez Ubisoft, ça nous est arrivé une fois, je crois, l'an dernier. Et vous savez pourquoi? Oui, en fait, l'environnement de travail ne lui convenait vraiment pas. Et je pense que c'est une angoisse qu'elle avait déjà pendant le process de recrutement. Elle venait d'une boîte plus traditionnelle, on va dire. Et du coup, le côté très cool, où tout le monde se tutoie, les gens arrivent en basket avec des sweats à capuche, etc. Bon, c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Ça l'a angoissée. Mais oui, mais quand on vient d'un autre environnement, oui, on peut se dire, mais en fait c'est cool, Ubisoft, etc. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une certaine posture professionnelle et qui du coup savent interagir dans ce cadre-là. Et quand on leur dit interagir avec tes collègues comme tu pourrais interagir avec tes amis, parce que ça reste tes collègues, c'est pas forcément tes amis, ça leur fait peur. Et donc il faut savoir accompagner ce changement-là aussi. Et juste un exemple, comme on a dit digital et onboarding, nous pour nos expérimentés, donc qui sont en poste dans une autre entreprise et qui nous rejoignent, parce qu'on recrute des expérimentés, le onboarding c'est dès l'acceptation de l'offre. C'est-à-dire qu'avant que la personne arrive physiquement, pendant tout le long de son préavis chez son autre employeur, on commence à l'onboarder en lui envoyant du contenu, des vidéos internes, un petit mot du manager, des sujets aussi sur les valeurs. Enfin voilà, c'est très important, c'est avant d'attendre l'arrivée physique, le il se fait dès qu'on a finalisé le processus de recrutement. La fête de Noël, vous pouvez l'inviter par exemple? Alors oui, il y en a tout à fait qui sont complètement déjà onboardés par leurs équipes en disant tiens, on fait telle soirée, donc voilà, donc ils sont déjà invités avant même. C'est pas un exercice évident, la fête de Noël ou le séminaire d'équipe, quand on connaît personne, ça peut être dangereux, mais ça peut faciliter. Lisez nos conseils. C'est ça sur le site. On en a fait quelques-uns un peu. Mais en tout cas, le déj avec l'équipe dans laquelle ils vont arriver, ça devrait pas ne pas exister. C'est sur les 3 mois. Le fait de sacraliser l'arrivée, qu'il y ait non seulement le manager qui soit là, ça c'est clé, mais qu'il y ait aussi un petit déj organisé avec l'équipe. Enfin, que la première journée, elle soit quand même des cadeaux accueillantes. Des cadeaux. Il y a des gens qui prennent en photo leur pack d'onboarding sur leur bureau et qui les postent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils se disent tiens, j'arrive, j'ai ne serait-ce que alors pas toujours un iPad, mais un carnet, un stylo, un mug avec ma date d'arrivée et un petit mot, un lapin crétin avec mon prénom en dessous. Mais les gens sont contents. Ils se disent c'est pas mal ça.
Un mot sur le package numérique, Guillaume, parce qu'on en a parlé avant. En fait, comment vous faites, pardon, c'est spécifique un peu, mais comment vous faites avec les devs, notamment qui veulent venir avec leur matériel? Ça pose des problèmes de sécurité dingues. Le package numérique. Alors là-dessus, il y a deux choses. Déjà, nous, on a du très beau matériel pour les devs, parce que on est obligé d'avoir des super ordi pour qu'ils puissent travailler correctement et à la hauteur de leurs attentes. Je ne devrais pas forcément le dire comme ça, mais beaucoup sont plus ou moins admin de leur poste et peuvent pas installer facilement des choses comme ils le souhaitent, etc. Ça pose des problèmes parce que y a des gens qui utilisent des outils open source, etc., qui peuvent partager les infos confidentielles là-dessus. Donc c'est à nous aussi en interne, avec l'équipe, pour le coup, DSI, de toujours leur fournir des outils sécurisés à la hauteur de ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez mis la pression pour que ça aille plus vite. Voilà, c'est ça, parce que sinon, moi-même, mon équipe, on utilise Trello pour gérer nos projets. Trello, c'est un outil open source, c'est pas un outil maison. Et les données, alors même si Trello est une boîte sérieuse, mais les données sont potentiellement plus à risque que si elles étaient hébergées in-house. Donc il faut constamment savoir ce qu'utilisent les équipes et trouver des solutions pour qu'ils aient les outils aussi simples en interne, parce que on sait bien que dans la plupart des boîtes, les outils internes, c'est les bousins que les gens n'ont jamais envie d'utiliser. C'est très sécurisé, mais c'est pas du tout pratique. Mesdames, messieurs, et donc, du coup, jusqu'à la dernière minute, on aura eu un conseil très utile. Merci beaucoup, Guillaume. Merci infiniment d'avoir fait partie de ce plateau. J'espère que vous aurez rempli votre hôte avec toutes ces bonnes pratiques et tous ces bons conseils. Je crois que il y a un replay qui est prévu, qui va être disponible, je pense, dans quelques minutes, voire une heure. Donc on a bien retenu, le plus important quand même, c'est ne leur faites pas de mauvaises surprises à ces jeunes exigeants et idéalistes. Vous promettez des choses, vous tenez vos promesses. Quand ils arrivent, il faut que ce soit raccord. C'est un peu ça. Pas faire de la survente. Pas faire de la survente, ce sera le dernier mot. Vaut mieux faire avant en interne et ensuite communiquer. Comme ça, ça garantit beaucoup à tous les trois. Merci infiniment. Merci. Au revoir.